tout défi est bon. Et dès que je vois un petit problème quelque part, tiens, si je peux si c'est quelque chose que je sens que je peux résoudre, j'adore en fait me lancer là-dedans. Je crois que je suis tellement heureux que même si on me demandait même si on me demanderait de quitter Enfants du Congo, d'abord je serais hyper triste. Et je me dis c'est pour faire la même chose ailleurs, et j'arriverai jamais à retrouver les mêmes conditions de bonheur, je pense. C'est l'histoire d'un véritable citoyen du monde. Il est belge par son papa, suisse par sa maman, et aujourd'hui, il a même la nationalité khmer. Depuis son plus jeune âge, il ne cesse d'aider les plus faibles, les plus démunis. Il mène une vie d'aventurier, de globe-trotteur au grand cœur, jusqu'au jour où l'ONG Enfants du Mékong l'envoie résoudre ici, au Cambodge, une situation d'urgence. Il n'en bougera plus. Cela fait maintenant 17 ans qu'il aide des centaines d'enfants à sortir de la grande pauvreté et à envisager un avenir meilleur. Voici le portrait de Martin Mindio, un héros imagine. Martin m'a appris qu'on n'a jamais assez donné, quoi. Ça c'est très clair. Il y a des moments où on a envie de s'arrêter, il y a des moments où on a envie de se reposer, quoi, de dire bon allez ça va, j'ai suffisamment donné. Et Martin il vous apprend qu'il faut toujours aller de l'avant, toujours donner plus, toujours donner plus, toujours donner plus. C'est un indépendant, vraiment comme ça. Il a ce sentiment de donner sa vie, en fait. Il est tout donné à Dieu, tout donné aux autres. Rien ne le détourne de sa mission. En fait, Martin, ce qu'il cherche, c'est la relation, être dans la vérité de la relation. Il s'intéresse qu'à une seule chose, c'est à l'homme, à ce qui est humain. Je pense qu'il est habité par quelque chose. Je pense que pour arriver là où il est, avec cette générosité, cet appel, il accepte les coups parce qu'il sait que ça en vaut la peine. Et même s'il ne verra pas tous les fruits, il a confiance. Martin, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, nous décrire ta famille? Je suis né en Belgique, donc j'ai 2 frères et 2 sœurs. Donc mon père est belge et ma mère est suissesse. C'est une dame qui maman était vraiment super sympa. Elle est très gentille, vraiment une mère très aimante, qui a toujours été le côté très maternel pour ses enfants. Donc tu dirais que tu as reçu beaucoup de tendresse? Tout à fait. Alors maman était tout le temps présente, depuis ma naissance jusqu'à encore maintenant encore. Elle m'appelle souvent, elle m'envoie des textos, donc je suis très proche de maman. Et ton papa? Alors papa, c'est un saint homme. Il était assez fort engagé dans le social, et à tel point qu'il se posait la question de rentrer dans les ordres ou pas. Moi, j'ai eu un papa qui était plus sévère que je l'étais. Et je crois que je lui ai transmis quelque chose de cette rigueur de vie, quoi. C'est ça qui forme le caractère, de donner des normes, de donner un schéma dans sa vie, quoi. Moi, j'ai pas voulu qu'ils fassent n'importe quoi. Je pense que l'éducation qu'ils ont eue, quand ils étaient petits, c'était des petits enfants, ils ont une bonne vie de famille, bien équilibrée. Les dimanches, tout le monde, on allait promener, on mangeait une tarte à 4 heures. C'était une belle vie de famille. Or, chez nous, on vivait simplement, on n'avait pas de grandes choses. Il y avait la table, il y avait le repas, il y avait autour du feu. Il y avait cette simplicité. C'est vrai que ce qui était toujours frappant à la maison, c'est que la maison n'était pas fermée à clé. Il n'y avait pas de fermeture. Donc tout le monde savait qu'il fallait passer la main dans la boîte aux lettres, tirer le loquet et qu'on pouvait monter. Donc tu dirais que tu as toujours vécu la famille au sens large, celle qui sait ouvrir la porte même à l'étranger. Papa, quand on était plus jeune, il s'occupait également de réfugiés vietnamiens et cambodgiens. Et donc ça m'a ouvert à d'autres cultures et à d'autres religions. Mais j'ai toujours voulu que les enfants soient disponibles et rendent des services gratuitement quand on leur demandait. Et Martin allait tous les samedis chez les petites sœurs des pauvres, au début pour prendre des poussières au-dessus des portes, et après il s'est occupé de la cuisine. Et l'après-midi, je montais dans les chambres des personnes âgées et je parlais avec eux. Enfin, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les enfants, les personnes âgées, les handicapés. Donc l'Arche, c'est le Canadien, Jean Vanier, qui a fondé ça. C'est l'accueil des personnes avec un handicap, souvent un handicap mental, trisomique.
parfois un handicap léger, parfois une maladie mentale légère. Donc il a fait aussi un pèlerinage à Lourdes et il a rencontré des jeunes de son âge qui faisaient des choses sociales et il s'est très senti à l'aise finalement là-dedans. Cette dimension de la différence, du service et de la personne autre, ce que je dirais le tiers en fait. Là j'ai appris d'abord à aimer la personne handicapée, dire qu'on est tout à fait on n'est pas différents, on est différents si, mais on a la même valeur humaine. Au travers de ces rencontres, je dirais, avec ces personnes handicapées, ses parents, il se crée des liens et une fidélité. Et Martin a créé un lien avec une famille, 3 enfants, dont 2 enfants sont fortement handicapés. Martin était très sympathique. On avait de suite confiance en lui. Il était vrai. Je crois même qu'il ne connaissait pas le péché. Je crois que le premier moment, quand Martin est rentré ici, c'est tout simplement, il a vu Christine et Bernard, et je crois tout simplement, il est allé vers eux. Pour nous, Christine et Bernard, c'est vrai que c'est très lourd. Les personnes qui entrent ici voient plutôt ça comme un fardeau. C'est ce qu'on appelle les IMC, donc handicap moteur cérébral. Mais à côté de ça, il y a une richesse. Ils nous ont fait prendre conscience de l'essentiel de la vie. Les choses simples, les choses vraies. Et je crois que Martin a trouvé la même chose que nous. Et très vite, ça a été l'humour, les taquineries, mais aussi toute l'attention, relever la tête, comprendre quand Christine ou Bernard disait « Oh, un regard, j'ai envie d'aller dehors, t'as envie d'aller dehors, je te prends, et en avant, et je te remets. » Donc, cette générosité déjà très présente chez Martin, il répondait au quart de tour. Ça a l'air un peu simple à dire, et pourtant, ça demande de la part de la personne qui dit oui. Je suis émue en le disant. Ça demande une générosité tellement profonde. Ça demande de tout le temps être coupé de ce que l'on fait pour permettre à ce que Christine et Bernard puissent avoir un tout petit peu de liberté pour vivre quelque chose. Après le bac, tu décides de faire quoi? Une école d'interprète à Bruxelles. Et là, donc, j'ai fait 5 ans d'études, j'ai appris le russe et l'allemand. Et après, donc, j'ai fait une année de sciences politiques après mes études. Donc, tu deviens interprète en russe et en allemand. Tu décides de vivre l'aventure et tu pars en Russie en 1986, alors que vient juste de se passer la catastrophe de Tchernobyl, puisque la catastrophe de Tchernobyl, c'était le 26 avril 1986. Raconte-nous. J'étais à la fin de ma première année d'études d'interprète traducteur russe. On avait prévu de partir en Russie. Union soviétique à l'époque. Ils n'ont pas mesuré le danger. Et le prof non. Personne n'a mesuré le danger. Je ne pouvais pas l'attacher avec des menottes au radiateur, quoi. Donc je lui ai dit, tu pars et tu prends des risques. Il est parti, il est revenu, mais gravement handicapé. Il a perdu tous ses cheveux, il a passé des semaines à l'hôpital. Il a été contaminé. Et les séquelles aujourd'hui, elles sont toujours là. Tout le système digestif est touché, donc est irradié, et donc aujourd'hui, il est sous traitement de manière permanente. Donc ça m'a mis dans un sale état pendant très longtemps, parce que j'ai quasi mis 1 an pour récupérer. Tu as fait un autre voyage, cette fois en Pologne, en plein Solidarnosc. C'était le premier voyage que je faisais à l'étranger, dans un pays qui connaissait une oppression, une souffrance. C'était un premier contact vraiment avec un monde différent. La pauvreté, la persécution, ces gens-là qui avaient vraiment qui avaient des convictions, et qui vraiment se battaient pour s'en sortir. Non pas par les violences, mais par la prière ou par la solidarité, donc d'où Solidarnosc. Et ça m'a vraiment marqué. Il avait la bougeotte. Je dirais pas seulement de voir quelque chose, c'est de vivre quelque chose. Je ne me voyais pas tout petit vivre dans des maisons en briques classiques l'Afrique, des pistes rouges, des maisons en bois. Moi, je rêvais soit partir comme militaire à l'étranger ou comme explorateur. Maintenant, on va aborder un moment très particulier de ton histoire, un moment où ta vie bascule. On est en 1996, la scène se passe au Mexique. Tu nous racontes ? Et j'ai un copain qui travaillait au Mexique dans le négoce du poivre et qui cherchait en fait un collaborateur pour la saison des récoltes du poivre. J'ai acheté aux grandes familles locales
qui vendaient en fait le poivre très cher. Eux l'achetaient pas cher du tout aux paysans, ils faisaient une grosse marche et ils me le revendaient cher. Du coup, en fait, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a commencé à se court-circuiter donc un intermédiaire et on a commencé à aller directement chez les paysans. Et ça marchait bien. Ça marchait bien, on a commencé à avoir des ennuis. Et à un moment donné, je vois un type qui sort de derrière une voiture avec un pistolet. Et je n'avais pas réalisé en fait. J'entends 2 coups de feu, merde, m'a tiré dessus. Et donc la balle, vraiment, la balle, elle est rentrée ici, elle est sortie là, elle est rentrée dans le bras ici, elle a éclaté l'os et elle s'est logée dans le cartilage. Et honnêtement que la balle a été retirée en fait que plusieurs semaines par après. On m'a mis dans un pick-up, je sais très bien, c'était un petit pick-up bâché, sur la civière, donc c'est pas une ambulance. Et une fois, quand j'étais couché, j'avais en fait au-dessus de ma tête un autocollant avec Notre-Dame de Guadeloupe. Et ça m'avait marqué cette image-là. Et après, dans l'avion, et l'avion était parti après à Mexico City. Donc ils ont mis ces 4 tiges métalliques avec un tuteur. Ça faisait un mal de chien, je me souviens très bien. Je crevais de mal. Et également, j'avais très mal au poumon. Le poumon me brûlait. Et il y avait une petite sœur qui passait souvent dans la chambre. Et un jour, la petite sœur m'a offert une petite médaille en plastique, Notre-Dame de Guadeloupe. Et j'avais juré qu'il sortait vivant de cet hôpital. J'irai faire un pèlerinage Notre-Dame de Guadeloupe. Ce qui n'est pas très héroïque parce que c'est dans la même ville en fait. J'ai remercié Marie, donc merci Marie de m'avoir sauvé. Et à présent, maintenant, envoyez-moi où vous voudrez. Donc je suis là pour servir. Je le vois encore arriver à la maison. En voiture, il avait des broches, il ne pouvait pas conduire. Il a porté sa nièce dans ses bras, elle venait de naître. Et je trouvais que c'était très beau comme image parce que je voyais Martin qui ressuscitait d'une certaine manière, qui reprenait un enfant qui venait de naître dans les bras et que la vie allait continuer. C'est vrai que Martin, lorsqu'il a vécu cet accident, a eu besoin effectivement de se reposer, mais en même temps habitait en lui l'appel de quelque chose. Et on sait très bien que l'appel, ça ne vient pas comme ça. C'est la rencontre qui suscite l'appel de quelque chose. Voilà. Et il a cette chance de rencontrer Yves Maude, qui est donc directeur d'Enfants du Mékong. Il fallait voir la première fois que je l'ai vu arriver dans mon bureau. Espèce de grand dadais, il est immense. Hein. Puis un peu ours, quoi. Et il avait un bras en écharpe. Il y avait une grosse attelle qui tenait son bras. Et il me dit, j'arrive, j'ai eu un problème au Mexique. Et comme je suis un survivant, j'ai décidé de donner tout ce qui me reste de mon existence à la cause des plus pauvres. Et puis il me dit, qu'est-ce que vous avez comme situation un peu difficile à régler, parce que j'aime bien les challenges, etc. Je lui dis, alors ça, j'ai tout ce qu'il faut au magasin. Il m'a expliqué qu'il y a eu un coup d'État au Cambodge, les volontaires d'avant ont dû partir, et est-ce que tu es prêt à retourner là-bas et aller soit fermer le projet, ou soit le récupérer? C'est le chaos, quoi. Donc c'est un peu la loi du plus fort. Les gens qu'on rencontre, on ne sait pas trop s'ils sont avec nous, contre nous, pour nous, enfin. Est arrivé à ce moment-là des Khmers rouges. Ils se sont installés et après, ils ont tenu en coupe réglée toutes les familles, à tel point qu'ils racketaient les familles de l'argent qu'ils recevaient des parrains d'Enfants du Mékong. Je dis à Martin, voilà la situation, c'est qu'il faut qu'on récupère la maîtrise donc, de ce village. Il m'a dit, mais c'est très bien, c'est exactement ce qu'il me faut. Je dis, tiens, c'est un illuminé, j'ai encore à faire un fou dingue, mais Enfants du Mékong marche pas mal avec ce genre de caractère. Il n'est pas rentré dans le camp d'Issopone. Il s'installe une petite maison, et puis tous les jours, il allait sur place. Et il leur a dit, mais vous êtes tous contre. Vous êtes 20 et ils sont 4. Enfin, attendez, un rapport de force en notre faveur. Alors on y va. Quand je suis arrivé, il avait déjà bien entamé le travail. Et il avait noué des contacts avec les Khmers qui encadraient le centre, qui étaient déjà bien avancés, parce que c'est quelqu'un de contact, Martin. Et les gens ont assez rapidement compris qu'ils avaient affaire à un personnage qui aurait à cœur de mener un projet au sens noble du terme, c'est-à-dire avec le cœur, justement. Il y a à la fois cette espèce de très grand courage, de grande maîtrise de lui-même, de sens des situations, du sens des rapports de force, et en même temps une grande innocence d'enfant. Les deux cohabitent, c'est assez extraordinaire. Donc au départ, tu réponds à une situation d'urgence, et puis peu à peu, tu vas faire évoluer ta mission. Donc le but d'Enfants du Mékong en Asie, c'est aider l'enfant en détresse. Donc l'enfant est pauvre, il faut l'aider.
On l'aide comment? Par un parrainage. Donc avec Martin, on a fait pas mal de virées à moto dans le nord de la région de Sisopone pour essayer de trouver des nouveaux projets, des nouveaux villages. Et Martin aimait bien ça. C'est des régions qui sont magnifiques, mais il n'y a aucune infrastructure. Donc les routes n'existent plus, les ponts sont détruits, on se retrouve dans des bourbiers pas possibles. Il partait avec son bodyguard, avec son fusil derrière le dos, soi-disant pour le protéger, mais vous savez, face à 15 soldats Khmer rouges, ils n'auraient pas pesé très lourd. Alors au fil du temps, la mission d'Enfants du Mékong au Cambodge a évolué. Ici, au centre, on est passé de l'orphelinat à l'internat. Et en fait, tout est tourné véritablement vers l'éducation, la pédagogie. Tous nos enfants vont à l'école de l'État. Il se fait qu'à l'école, les professeurs sont mal payés. Étant mal payés, eh ben, il faut qu'ils réclament à leurs élèves de donner un peu plus. Alors qui peut payer? Ceux dont les parents sont commerçants, 3-4 sous. Mais les enfants des tout petits paysans ou des ouvriers agricoles qui se louent à la journée dans les rizières, ils n'ont pas de sous. Donc c'est un fait que si l'enfant se contente des cours de l'école, du professeur, il va rater. Et du coup, on s'est dit, on va organiser des cours avec des professeurs qu'on va d'abord bien payer pour qu'ils soient très motivés. Ce qui fait que le paradoxe qui est arrivé, c'est que les enfants les plus pauvres, bénéficiant de ces cours, devenaient les meilleurs dans leur classe parce que leurs professeurs étaient encore bien plus motivés. Ton rapport avec les enfants, au début, n'était pas simple, puisque finalement, tu ne les connaissais pas, ils ne te connaissaient pas. Comment très vite, finalement, tu arrives à te faire adopter par les enfants? Au départ, ils avaient peur. Tu sais, ils me l'ont dit, ils me l'avaient redit. Au départ, c'était un grand blanc qui débarque. En plus, j'étais grand, je suis chauve, j'ai une grosse voix avant. Maintenant, je n'ai plus la grosse voix d'autrefois. Et du coup, je faisais peur. Donc, c'est par le jeu que j'ai en fait réussi à les conquérir. Le jeu est un outil très important pour éduquer un enfant. Et éduquer un enfant, c'est quelque chose de sérieux. On ne joue pas avec l'éducation. La plupart des enfants que nous accueillons ici, ils ont une blessure. Donc ça, c'est une violence conjugale. Les parents qui se tapent dessus, le père qui est parti avec une autre femme, le père qui est alcoolique. Souvent, ils sont très isolés. On les voit au départ, ils arrivent ici, ils sont dans leur coin, ils sont très timides, très réservés, ils ne parlent pas trop. Et je ne peux pas les éveiller par le sérieux. Et donc, j'ai dit, viens, on va jouer ensemble, on va manger une glace ensemble, viens, on va jouer ensemble. Et du coup, le petit gamin, il ne pense plus à son problème et il se lâche. Quand on voit Martin jouer à crapeton sur le sol avec 15 enfants autour de lui, mais il est plus enragé que les enfants. À travers le jeu, il leur apprend à ne pas tricher, à être dans la vérité. Il tire toujours un enseignement, une pédagogie de ce qu'il vit dans la gaieté, dans le bonheur. Et puis, Martin, c'est vrai qu'il est tout le temps entouré d'enfants, quoi. On va faire une course au marché, il prend le pick-up, et immédiatement, paf, il y a 15 enfants qui se précipitent dans la benne du pick-up. Un des critères très importants, c'est la persévérance de l'enfant. Il faut vraiment que l'enfant ait envie d'étudier. Mais le but, c'est vraiment qu'il ait la volonté de progresser. Je viens Enfants du Mékong parce que je veux un avenir meilleur. Alors justement, qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sortent du centre de Sisopone, par exemple? Les meilleurs partiront à Phnom Penh. Donc là, ils vont dans les meilleures écoles du Cambodge. C'est la fac d'ingénieur, la fac de droit, la fac de sciences économiques, la fac de médecine, la fac d'agro. Ensuite, toute une partie, ils sont moyens. Ils ne sont pas mauvais. Ils ne sont pas excellents, et comme les places sont limitées à Phnom Penh, eux vont dans des facs de province. Et pour les jeunes qui ont 17 ans, qui rament à l'école, mais qui ont une bonne pêche, c'est pas perdu. Au contraire, pour eux également, il y a l'option formation professionnelle. S'il est bien dans sa peau, on a réussi notre mission. Le système du parrainage est multiple. Je crois qu'il y a 3-4 façons de parrainer un enfant. La première aide, qui est la plus générale en Enfants du Mékong en Asie, c'est parrainer un enfant qui habite dans sa famille. Il y a une partie qui s'est faite en cash, donc de l'argent. Pour plusieurs raisons. La première, c'est pour acheter les uniformes. C'est idiot à dire, mais l'uniforme, ça coûte de l'argent. On leur permet aussi d'acheter, grâce à ça, le matériel scolaire. Aussi, il y a une raison qui est très importante, c'est qu'il y a une partie de l'argent qui sert pour les autres frères et sœurs.
Parce qu'on ne peut pas imaginer l'aîné de, je ne sais pas, 6-7 enfants, qui part à l'école, tout pimpant, etc., et puis qui a eu son bol de soupe, et puis à côté, le petit frère, parce qu'il n'est pas parrainé, il n'a pas un bol de soupe, c'est pas possible. Et il y a une autre partie qui se fait en nature. Donc pour les plus petits, l'école primaire, c'est tout ce qui est en matériel, un kit d'hygiène. Ça a l'air de rien, mais quand un enfant apprend à se laver les dents, il y a 84% des pathologies qui disparaissent. Il y a une partie qui est remise également en nature au niveau alimentation. En second lieu, on a créé des foyers d'accueil. Donc il y a un peu partout dans le district ici des maisons que nous louons. Donc la structure offre le logement, le charbon pour la cuisine, du pétrole pour la lampe et 5 kilos de riz par mois par enfant. Évidemment, tu ne peux pas aider tous les enfants que tu croises. Comment est-ce que tu gères cette frustration? C'est très dur ça de ne pas pouvoir aider tout le monde. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes. Et alors trouver des priorités, c'est pas évident. Je crois que c'est les gens qui sont les plus blessés ou qui sont les plus dans le besoin que je repère avant tout. Martin sait faire les bons choix. C'est quelqu'un d'ultra sensible. Il y a 3 jeunes filles qui ont une place un peu spéciale dans ta vie, Mali, Mala et Kanika. Je crois que ça met du baume dans ma mission d'avoir au moins des personnes en particulier à aider. Il dit tout le monde en général, c'est très bien, mais là j'en ai vraiment 3, donc je suis vraiment père légal, et voilà, c'est beaucoup de bonheur. Et Mala souvent elle me dit, tu vois papa, je suis trop difficile, si t'étais trop facile, tu n'aurais pas eu besoin de moi, je sais que c'était difficile, que tu étais dans le besoin, que je t'ai remarqué, et que moi c'est un bonheur de t'aider. Mais mes 3 filles, elles sont géniales. Pas facile, mais géniales. Je pense qu'il incarne le père dans quelque chose de très positif. C'est la bonté du père, c'est celui qui donne. Et en même temps, la fermeté, c'est celui qui fait grandir. Montrez-moi que vous m'aimez en devenant des filles bien. Ce qui est beau, c'est que je pense qu'il a réussi. Une des raisons pour lesquelles Enfants du Mékong est très apprécié au Cambodge, c'est parce que vous allez dans les coins les plus reculés, dans les campagnes, en bravant tous les dangers. Il faut savoir que le Cambodge est un pays qui est très miné, avec l'Angola, c'est des pays les plus minés au monde. Il y a des mines partout. Il y a des gamins, il y a des villages dans cette zone-là, c'est pas normal qu'ils n'ont pas accès à l'école. Donc on est appelé très souvent à aller dans des provinces où personne ne va. Et puis une fois qu'on a tracé la route, une fois qu'on a réalisé ça, à l'initiative de Martin, immédiatement, il y a d'autres ONG qui débarquent à côté. Et c'est tant mieux, hein, on est ravis. Et pendant des années, en fait, on partait en moto dans les villages. Et voilà, un peu à la conscience, à l'aventure. Moi, je crois à fond à mon ange gardien. Il me dit, si j'ai eu droit à ces prolongations après le Mexique, c'est que ma mission n'est pas terminée. Et je ne vois pas pourquoi le bon Dieu m'enverrait sur une mine, quoi. Et pour lui, c'était vraiment le salut des enfants qui primait tout. Et surtout de dire au village, on ne vous abandonnera jamais. On sera toujours à côté de vous. Ça, c'est très important pour le moral des populations, aussi important que de leur apporter de la nourriture, des moyens financiers. C'est de leur dire, vous n'êtes pas oubliés du reste du monde. J'ai foi en la Providence et à Dieu va. Martin est d'un tempérament à ne pas s'abattre. C'est un gagneur, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Rien ne l'arrête. C'est quelqu'un, s'il a 42 fièvres, qui va quand même être debout. Donc c'est un battant. Il a ce côté incroyable de se cogner là où tout le monde ne va pas se cogner et d'avoir toujours... le crâne est à moitié ouvert, le bras dans le plâtre. J'ai attrapé 4 fois la dengue, 2 fois la typhoïde, 1 fois le choléra, la chikungunya. Le chikungunya, il y a 2 ans, c'est horrible comme maladie. Les salmonelles, un zona. C'est embêtant, mais je vais avec. Il a quand même une mission qui est épuisante. On pourrait croire qu'au bout de 18 ans, on s'aguerrit. En fait, je crois qu'en fait, on est tous les ans un peu plus fragile. Donc, je ne sais pas comment il tient. Il pense à l'autre, mais il ne pense pas à lui. Le moi, il est peu existant, mais le toi. Aujourd'hui, au nord du Cambodge, combien d'enfants lui doivent d'avoir un boulot, d'avoir une vie, d'avoir réussi dans la vie? Combien doivent ça à Martin? Il me dit que ce sont ses enfants, ça il le dit souvent,
qu'il est le papa de tous ses enfants et voilà. Mais je crois qu'il va rester Khmer toute la vie. Il vit, tout simplement, quelque chose de formidable. C'est bien, c'est beau. C'est formidable. C'est un cadeau d'avoir un enfant qui s'épanouit comme ça et qui fait quelque chose pour le bien du monde. Je suis triste, évidemment, c'est normal, parce que, voilà, c'est mon frère. Moi, je l'aime beaucoup, oui. Martin Madiot, tu es un héros Imagine et c'est un honneur de te connaître. Merci. Merci. Anne-Henri, premier clap, deuxième. Deuxième clap, première. Super. C'est pas mal ça. Oh, la table, Étienne. Hein, vous voulez faire écrouler la ferme ou quoi? Étienne Madiot, troisième. Troisième clap. Voilà, Erika, deuxième. Je sais pas combien de claps. Cinquième, sixième clap. Septième clap. Huitième. Et mon arthrose. Ok, non, ça va. Erika, multi-clap. Voilà.